Nous avons exploré dans une première vidéo de quoi l'on mourait hier et aujourd'hui, ailleurs et ici. Nous avons vu la grande bascule épidémiologique d'un monde dominé par les maladies anciennes vers le nôtre, où règnent les maladies dites de civilisation. Aujourd'hui, nous entrons dans le détail du quatuor de tête, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2 et les maladies neurodégénératives. Selon l'OMS, dans les pays de l'OCDE, dont la France, les maladies cardiovasculaires représentent environ 28% de l'ensemble des décès et les cancers 21% supplémentaires. Si l'on ajoute le diabète, 3%, et les démences, 6%, on arrive probablement à plus de la moitié de toute la mortalité. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que ce sont surtout des maladies de civilisation. Elles dépendent beaucoup plus de notre environnement et de nos habitudes de vie que du hasard ou d'une quelconque fatalité. Et donc, ce sont aussi les plus sensibles à la prévention. Je développe tout cela dans un instant. Bienvenue sur la chaîne. Je suis le vieux et à ce titre, de plus en plus concerné par ce sujet. En préambule, avant de parler chiffres, je veux rappeler quelque chose d'important. Les statistiques de la mortalité sont toujours des simplifications. Nous parlons ici de causes principales de décès, mais dans la vraie vie, on meurt rarement d'une seule maladie. Le diabète entretient les maladies cardiovasculaires qui aggravent le risque d'AVC et peuvent coexister avec un cancer ou une démence. Il y a donc des chevauchements, des comorbidités et de fortes variations selon l'âge, le sexe, la région et les conditions de vie. Autrement dit, les chiffres que je vais donner sont des ordres de grandeur, destinés à éclairer la situation et surtout pas des prédictions individuelles anxiogènes. De même, lorsqu'on parle de maladie de civilisation, il faut rester prudent. Cette expression est utile mais un peu réductrice. Des facteurs génétiques, épigénétiques et des expositions environnementales précoces pendant l'enfance, voire pendant la grossesse, jouent également un rôle. Ce n'est jamais uniquement le mode de vie moderne, mais une interaction complexe. Et si ces maladies comptent pour plus de la moitié de la mortalité, ce n'est pas seulement parce qu'elles auraient explosé en elles-mêmes, mais c'est aussi, surtout, parce que les autres causes ont pratiquement disparu. Les infections, les traumatismes, l'eau contaminée, les accouchements dangereux, la malnutrition, toutes les grandes causes externes de mortalité ont chuté de façon spectaculaire au cours du XXe siècle, grâce à l'hygiène, à l'asepsie, aux antibiotiques, à l'eau potable et à la chirurgie. Résultat, il reste aujourd'hui ce que nous appelons les maladies de civilisation, des maladies d'usure, de métabolisme et d'inflammation chronique liées à notre environnement et à nos modes de vie modernes. Autrement dit, nous ne mourrons plus de ce qui venait de l'extérieur, mais de ce qui vient de l'intérieur. Commençons par les maladies cardiovasculaires et par le diabète de type 2. Je les regroupe volontairement parce qu'elles font partie de la même grande famille, celle des maladies métaboliques. Avant d'aller plus loin, nous allons clarifier certaines notions. Nous entendons tous parler d'infarctus, d'AVC, d'hypertension ou de diabète. Mais dans le détail, peu savent ce qui se passe réellement dans le corps. Alors, je vous en fais un rapide rappel, sans jargon inutile. Un infarctus, c'est tout simplement une artère du cœur qui se bouche. Un caillot ou une plaque de graisse qui se fissure bloque la circulation et une grande partie du muscle cardiaque se retrouve sans oxygène. Si l'on n'intervient pas très vite, cette partie du cœur meurt. Pour l'accident vasculaire cérébral ou AVC, c'est le même principe, mais dans le cerveau. Soit une artère se bouche, c'est l'AVC ischémique, le plus fréquent, soit elle se rompt et c'est l'AVC hémorragique. Dans les deux cas, une zone du cerveau se retrouve privée d'oxygène. L'hypertension, elle, consiste en une pression trop élevée dans les artères. À long terme, ça fragilise tout. Le cœur, les artères, les reins, le cerveau. C'est un peu comme vivre en permanence avec un tuyau d'arrosage dans lequel on mettrait trop de pression. Il finit par s'user. L'insuffisance cardiaque, c'est quand le cœur n'arrive plus à pomper assez efficacement.
Pas forcément parce qu'il est intrinsèquement faible, mais souvent parce qu'il a été abîmé par des années d'hypertension, des infarctus ou une usure chronique. Alors, le cœur n'arrive plus à faire circuler le sang correctement dans tout le corps. Le diabète de type 2, lui, résulte d'un problème de gestion du sucre, lié à des apports trop importants et trop fréquents, souvent associés à un manque de mouvement, à un stress chronique, à un surpoids abdominal. Les cellules deviennent de moins en moins sensibles à l'insuline, l'hormone qui fait passer le sucre en trop du sang vers les tissus. Également, à force de sollicitation, au fil des années, parce qu'il doit surproduire de l'insuline, notamment pour compenser cette résistance des cellules, le pancréas s'épuise, sa production diminue, le sucre reste trop longtemps dans le sang et il abîme petit à petit les nerfs, les artères, les reins, les yeux. C'est une maladie lente, discrète, mais redoutable. L'athérosclérose, pour sa part, est le processus lent et silencieux qui sous-tend la plupart des maladies cardiovasculaires. Au fil des années, des dépôts lipidiques et inflammatoires s'accumulent dans la paroi des artères, les rigidifient, les fragilisent et préparent le terrain aux infarctus et aux AVC. Et un stent, puisque tout le monde en parle, c'est un petit ressort métallique que l'on glisse dans une artère bouchée pour la maintenir ouverte. Cela sauve des vies, mais ça ne répare pas 20 ans d'usure, de stress ou de diabète. Voilà donc ce qu'il y a derrière ces mots. Rien de magique, rien d'abstrait. Ce sont des problèmes très concrets de vaisseaux, de pression, d'oxygène, de métabolisme. Et maintenant que tout est clair, nous pouvons regarder le tableau d'ensemble. Les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 sont très différents à première vue. Mais ils racontent souvent la même histoire. Une usure progressive des artères, un niveau d'inflammation chronique trop élevé, un corps qui vit aujourd'hui entouré d'aliments modernes auxquels il n'était pas préparé, et le plus souvent pressé, stressé et assis, alors qu'il avait appris pendant des millions d'années à vivre en mouvement. Les maladies cardiovasculaires, ce sont les infarctus, les AVC, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. Elles représentent à elles seules un peu plus de 20% des décès en France, une personne sur 5. La bonne nouvelle, c'est que leur mortalité a chuté depuis les années 70, grâce à la chirurgie, aux antihypertenseurs, aux stents et à la prise en charge des urgences. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que nous avons atteint un plateau. Les progrès curatifs se ralentissent, alors que les facteurs de risque, eux, augmentent. Surpoids abdominal, sédentarité, alimentation ultra transformée, stress chronique, pollution, tabac, alcool, manque de sommeil. Le diabète de type 2, lui, semble très différent, mais il est intimement lié à tout cela. Souvent silencieux, il abîme, comme je l'ai déjà évoqué, les vaisseaux, les reins, les nerfs, la vision. On estime qu'entre 80 et 95% des diabètes sont des diabètes de type 2, c'est-à-dire largement liés au terrain métabolique et au mode de vie. Et sa progression, elle, est bien loin de se ralentir. Le diabète de type 2 augmente aussi le risque de certains cancers, dont celui du pancréas, probablement à cause de l'inflammation chronique et du désordre métabolique qui l'accompagne. En quelques décennies, le diabète de type 2 est devenu l'un des marqueurs les plus clairs de notre mode de vie moderne. Trop de sucre et de boissons sucrées, trop d'aliments raffinés et pas assez de mouvement. Et c'est là que les deux, maladies cardiovasculaires et diabète, se rejoignent. Dans la vraie vie, l'infarctus n'arrive pas par hasard, l'AVC non plus. Quand on regarde les données, on voit que les maladies cardiovasculaires et le diabète partagent le même socle. Une inflammation chronique, un pancréas qui fatigue, des artères qui s'épaississent, une vie à 100 à l'heure, un niveau de stress trop élevé et des habitudes qui sont perçues comme normales, mais qui ne sont pas naturelles pour un corps humain. La médecine moderne a fait des progrès spectaculaires pour nous sauver d'un infarctus ou d'un AVC, ou pour poser un stent. Mais elle peut difficilement réparer 20 ou 30 ans d'inflammation silencieuse, de sédentarité et d'alimentation déséquilibrée. Elle soigne l'urgence. Elle ne peut pas, à elle seule, réécrire notre mode de vie.
Et c'est pour cela que la prévention réelle, celle qui se joue dans notre assiette, pendant notre sommeil, dans la gestion du stress, dans nos liens sociaux et dans notre manière de bouger, est si puissante, parce qu'elle agit en amont, là où tout commence. Il nous faut absolument ici introduire une notion simple, mais essentielle, pour comprendre la plupart des maladies modernes. Le concept d'inflammation de bas niveau, ce feu qui ne s'éteint plus. L'inflammation normale, tout le monde connaît. C'est la réaction de défense du corps quand il y a un problème, une plaie, une infection, un choc. Rougeur, chaleur, douleur, c'est le corps qui se mobilise pour se réparer. Au niveau biochimique, normalement, quand il y a une blessure ou une infection, le système immunitaire envoie des messagers pro-inflammatoires, les cytokines, pour déclencher la réparation. C'est normal, utile, vital. Le problème, ce n'est pas l'inflammation aiguë, transitoire, c'est l'inflammation chronique de bas niveau, un feu minuscule mais permanent. Il passe inaperçu, on ne le ressent pas. Pourtant, il abîme tout petit à petit. Les artères, le pancréas, le foie, le cerveau. Ce n'est pas une maladie, c'est une ambiance. Une ambiance inflammatoire. Elle s'installe quand le corps reçoit en permanence de petits signaux d'alarme et qu'il fait circuler ces messagers pro-inflammatoires, alors qu'il n'y a pas de dégâts à réparer. Quelles sont les causes de cette inflammation silencieuse, mais qui peut parfois se voir à travers des marqueurs sanguins comme la protéine C-réactive ultrasensible? Quels sont les facilitateurs d'inflammation? Beaucoup de choses. Un sommeil insuffisant, le stress prolongé, le surpoids, la sédentarité, le sucre en excès, un foie surchargé, une alimentation ultra transformée, des artères irritées, un intestin en déséquilibre, la pollution, le manque de mouvement, le manque d'air frais, le manque de lien social et même le manque de sens, que la science commence à étudier via la psychoneuroimmunologie à travers le stress chronique ou la dysrégulation du cortisol. Ces signaux se cumulent et ils maintiennent le système immunitaire en état d'alerte de basse intensité mais permanente. L'inflammation chronique, ce n'est pas qu'un feu, c'est une chimie d'alerte qui ne s'éteint plus. Des messagers immunitaires trop présents, des mitochondries en stress, des hormones qui fonctionnent moins bien, des tissus qui vieillissent plus vite, un cerveau qui se croit menacé. Et c'est cette ambiance-là, à bas bruit, mais persistante, qui favorise grandement l'émergence et la progression des maladies de civilisation. Cœur, diabète, cancer, maladie d'Alzheimer. C'est pour cela que l'inflammation explique autant de maladies, parce qu'elle agit comme un accélérateur d'usure. Elle rigidifie les artères, fatigue le pancréas, perturbe l'insuline, augmente les risques de certains cancers, dérègle l'immunité et accélère le vieillissement du cerveau. C'est ce terrain inflammatoire qui contribue aux maladies de civilisation. Mais, point clé, si l'on ne peut pas modifier nos gènes, ni éviter tous les hasards de la vie, cette inflammation, elle, n'est pas inéluctable. On peut la diminuer, et elle est souvent réversible, tant que les tissus n'ont pas été détruits de façon définitive. En améliorant le sommeil, l'alimentation, le mouvement, le stress, l'air que l'on respire et le sens que l'on donne à sa vie, nous pouvons réduire cette chimie d'alerte. Et c'est l'un des leviers les plus puissants, même si la médecine curative s'y intéresse encore trop peu. Nous ne maîtrisons pas tout, mais nous contrôlons cela. Et cela suffit parfois à transformer notre santé de fond en comble. Mais de façon concrète, comment savoir si un terrain inflammatoire est en train de s'installer? Évidemment, seul un médecin peut poser un diagnostic. Cependant, il existe une série de petits indices très simples que l'on peut observer dans sa vie quotidienne. Pris isolément, ils sont peu significatifs, mais quand plusieurs s'additionnent, ils signent souvent l'émergence d'un terrain inflammatoire. Voici les principaux. Un sommeil non réparateur. Vous dormez, mais vous vous réveillez fatigué. Pas forcément une insomnie spectaculaire, non, juste une sensation de ne pas être complètement reposé. De petites douleurs persistantes,
des raideurs le matin, des tensions dans le dos, des articulations sensibles. Pas une blessure, juste un fond douloureux chronique qui n'existait pas avant. Une digestion capricieuse, ballonnement, transit irrégulier, lourdeur après le repas. L'intestin est l'un des premiers organes à réagir à l'inflammation. Une grande sensibilité au stress. Il monte plus vite qu'avant et les émotions débordent plus facilement. C'est un signal très fiable d'un corps déjà en alerte. Une prise de poids, souvent surtout au niveau abdominal, parfois même sans manger davantage. Simplement parce que le corps se dépense un peu moins qu'avant et que le stress, la fatigue, le sommeil perturbé ou une mauvaise gestion des sucres favorisent le stockage dans cette zone. Et ce gras viscéral, celui du ventre, entretient une inflammation discrète mais continue. Une baisse légère mais réelle de l'énergie mentale, se traduisant par une difficulté à se concentrer, une sensation de confusion, un temps de récupération allongé. Les cytokines inflammatoires perturbent en effet directement le cerveau. Une petite montée de la tension ou de la glycémie, si vous les suivez, mais pas jusqu'à un point pathologique. Juste des valeurs un peu plus hautes qu'avant. Enfin, des envies de sucre plus fréquentes sont souvent le signe indirect d'un terrain déjà déséquilibré. Aucun de ces signes en lui-même n'est alarmant, mais si vous en cumulez 3, 4, 5, alors cela dit quelque chose de votre terrain. Et c'est précisément à ce moment-là que la prévention prend tout son sens. Améliorer le sommeil, bouger davantage, réduire les produits ultra transformés, apaiser le stress, tout cela peut vraiment faire redescendre cette inflammation de bas niveau. Ces petits signaux ne sont pas des maladies. Ce sont des messages faibles, discrets, mais révélateurs de ce qui se passe en profondeur. Le corps nous parle souvent avant de s'abîmer. Encore faut-il apprendre à l'écouter. Parlons maintenant des cancers. Le mot fait peur, mais sa réalité biologique est en vérité encore assez mal comprise des non-spécialistes. Alors nous allons commencer par la clarifier. Un cancer, ce n'est pas une maladie unique. Nos cellules ont besoin de se diviser pour remplacer les milliers de cellules qui meurent naturellement chaque jour. Un cancer, c'est quand une cellule se met à se multiplier alors qu'elle ne le devrait pas et qu'elle n'arrive plus à s'arrêter. Normalement, les cellules abîmées se réparent ou s'autodétruisent. Dans un cancer, ces contrôles se dérèglent. La cellule mute, s'emballe, envahit les tissus autour et parfois, elle voyage et va coloniser d'autres endroits du corps, ce qu'on appelle les métastases. En France, le cancer est aujourd'hui la première cause de mortalité prématurée et l'une des 2 grandes causes de décès toutes catégories confondues avec les maladies cardiovasculaires. Là encore, comme déjà mentionné, ce n'est pas juste que les cancers seraient soudain devenus plus méchants, mais aussi parce que les autres causes, les inflammations, les infections, les blessures, le manque d'hygiène ont reculé de façon spectaculaire. Résultat, la maladie qui restait dans l'ombre devient visible. Pourquoi un cancer apparaît-il ? Un cancer apparaît quand, dans une cellule, plusieurs accidents s'additionnent. Des mutations, des erreurs de copie de l'ADN, des dérèglements de régulation, des expositions toxiques et parfois le simple passage du temps. Notre organisme, même sain, produit en permanence des cellules anormales. Mais la plupart sont détectées et détruites avant même de devenir un cancer. Notre système immunitaire, notamment les cellules natural killer, élimine constamment des cellules anormales avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Le cancer peut apparaître lorsqu'une de ces cellules échappe au contrôle ou quand le système immunitaire faiblit naturellement avec l'âge. Une mutation isolée n'est généralement pas suffisante. Il faut plusieurs dysfonctionnements successifs, parfois des dizaines. C'est pour cela que l'âge est le principal facteur de risque. Plus on vit longtemps, plus on accumule de petites erreurs dans nos cellules. Et moins en moyenne, notre système immunitaire est efficace. Il faut comprendre aussi quelque chose d'essentiel. Un cancer n'apparaît jamais d'un coup. Il commence par une seule cellule, puis 2, puis 4, 8, 16.
par croissance exponentielle. Mais avant d'atteindre une taille détectable, disons plusieurs centaines de millions à 1 milliard de cellules, il lui faut des années de division, de blocage, de mutation, d'échappement immunitaire. Un cancer qu'on découvre aujourd'hui a souvent commencé à se développer il y a des années, parfois 10 ans ou plus. Et ce n'est que lorsque la masse devient suffisante, visible, palpable, ou quand elle commence à gêner un organe, qu'alors la maladie apparaît au grand jour. Mais la vérité, c'est que les racines du cancer sont bien plus anciennes. Nutrition, inflammation, exposition à des polluants, stress oxydatif, sédentarité, surpoids, alcool, tabac. Tout cela prépare le terrain, parfois pendant des décennies. L'essentiel est là. Le cancer n'est normalement pas un événement soudain, mais un processus lent, silencieux et cumulatif. Et c'est précisément pour cela qu'il est sensible à la prévention. Parce qu'il dépend de tout ce qui touche à notre terrain, notre métabolisme et notre environnement de vie. Tous les cancers n'ont pas les mêmes causes. Les chercheurs distinguent deux grandes catégories de facteurs. Les facteurs transversaux, qui augmentent les risques pour de nombreux cancers, et les facteurs spécifiques, très puissants, mais touchant surtout un organe donné. Les grands facteurs transversaux sont le tabac, de loin le premier, l'alcool, la surcharge pondérale, la sédentarité, l'alimentation ultra transformée, l'inflammation chronique, certains micro-organismes, la pollution. Leur importance relative varie selon les cancers. Tous les cancers ne réagissent pas de la même manière, mais ce sont bien ces paramètres qui pèsent le plus lourd sur la mortalité totale. D'autres facteurs sont très puissants, mais plus spécifiques. Les UV pour la peau, l'amiante pour certains cancers de la plèvre, Helicobacter pylori pour l'estomac, le radon pour certains cancers du poumon. Cela met en évidence à quel point le mot cancer recouvre en réalité des maladies très différentes, aux causes multiples. Le message important, c'est que l'on peut agir en amont, préventivement, sur la majorité de ces facteurs. Car malgré cette diversité, un point commun se détache pour la majorité des cancers, le terrain, c'est-à-dire le métabolisme, l'inflammation et le système immunitaire. C'est tout cela qui compte, et nous pouvons influer sur ces paramètres. D'autres cancers dépendent du hasard biologique ou de la génétique. Mais dans nos sociétés modernes, une part importante du risque de leur survenue dépend de notre environnement et de notre mode de vie. Et la prévention consistera alors à agir sur des causes parfois lentes ou discrètes, en combattant celles qui fragilisent notre terrain et en favorisant celles qui le renforcent. Car s'il y a eu de vrais progrès dans les cancers du sein, dans certaines leucémies, dans les lymphomes, dans les cancers de la prostate, d'autres cancers comme ceux du pancréas ou du foie restent très difficiles à traiter. Et les traitements disponibles sont souvent contraignants, chacun avec ses bénéfices et ses effets secondaires. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie ou encore thérapie ciblée. La médecine curative peut sauver, prolonger, stabiliser, mais elle n'intervient pas en amont, là où la plupart de nos facteurs de risque commencent à opérer, et ce, bien avant l'apparition de la tumeur. Cette médecine curative ne peut donc pas empêcher l'apparition des cellules cancéreuses. Pour conclure sur les cancers, ce qui est frappant, c'est que les mécanismes en cause, inflammation, dérèglement métabolique, stress chronique, vieillissement accéléré, sont exactement les mêmes que dans les maladies cardiovasculaires et dans le diabète. On commence ainsi à voir se dessiner une toile de fond commune. Après le cœur, le diabète et les cancers, il nous faut évoquer un quatrième groupe de maladies, les pathologies neurodégénératives. La plus connue est la maladie d'Alzheimer, mais il existe aussi celle de Parkinson, les démences à corps de Lévy, ainsi que d'autres formes plus rares. Ces pathologies ne sont pas seulement des causes de mortalité, elles modifient de surcroît la qualité de vie, l'autonomie, les relations, la mémoire et la personnalité. Elles abrégeront la vie de ceux qu'elles touchent, mais surtout, elles en dégradent profondément la fin. La maladie d'Alzheimer est aujourd'hui responsable d'environ 6% des décès. Si l'on ajoute toutes les autres démences, on dépasse largement ce chiffre. Et leur fréquence augmente, non pas parce que nos cerveaux seraient devenus plus fragiles, mais parce que nous vivons plus longtemps.
Le cerveau vieillit, les neurones s'usent, les circuits se fragilisent et certaines combinaisons de facteurs, génétiques, inflammatoires, métaboliques, finissent par rompre cet équilibre précaire. Alors, comment tout cela commence-t-il? Là encore, comme pour les cancers ou l'athérosclérose, le processus est lent. Les premières lésions dues à la maladie d'Alzheimer apparaissent parfois 20 ans avant les premiers symptômes. Des protéines s'accumulent, des réseaux neuronaux se désorganisent. La microglie, le système immunitaire du cerveau, s'active trop souvent, causant de l'inflammation, et certaines zones perdent progressivement de leur efficacité. C'est un vieillissement accéléré de certaines régions du cerveau, même s'il faut préciser que cette maladie n'est pas qu'un vieillissement accéléré, mais une pathologie distincte, bien que liée à l'âge. Alors, quels sont les grands facteurs de risque transversaux et modifiables? Eh bien, ce qui est fascinant et inquiétant, c'est que les facteurs de risque les plus importants recoupent ceux des maladies cardiovasculaires, du diabète et de nombreux cancers. L'inflammation chronique, la sédentarité, le surpoids, l'alimentation dégradée, le manque de sommeil, le stress prolongé, la pollution de l'air et l'isolement social. Le cerveau ne vieillit pas seul, il vieillit avec le corps. Et tout ce qui abîme l'un tend à abîmer l'autre. On imagine parfois qu'un médicament finira par guérir la maladie d'Alzheimer. Mais la réalité est moins simple. Ces maladies sont systémiques, lentes, multifactorielles. Le problème, c'est qu'il ne manque pas simplement une molécule, une sorte de pièce défaillante qu'un médicament pourrait remplacer d'un coup de baguette magique. Ce sont des maladies du terrain, du métabolisme, de l'inflammation, du cerveau qui se croit menacé, du sommeil qui se déstructure, des synapses qui ne se réparent plus assez vite. Ce qui manque et ce qui a manqué pendant les décennies qui ont précédé le déclenchement de la pathologie, c'est un environnement favorable, un terrain robuste, un métabolisme équilibré, un sommeil réparateur, un cerveau stimulé, des relations humaines vivantes. La médecine peut retarder certains symptômes, mais elle n'a pas encore trouvé comment inverser le cours du vieillissement cérébral. Le message clé: ce qui fragilise le cerveau fragilise le corps. Et inversement, l'usure du corps fait vieillir le cerveau. Tout ce qui abîme les artères, tout ce qui perturbe l'insuline, tout ce qui alimente l'inflammation, finit par accélérer le vieillissement cérébral. Le cerveau est un organe métabolique, au même titre que le cœur ou le pancréas. Et là encore, le message est le même que pour toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète ou de nombreux cancers. Ce qui fragilise le plus notre cerveau n'est pas tel ou tel événement particulier, soudain, mais plutôt un mode de vie qui le détériore lentement, petit à petit. Le stress qui ne baisse plus, les nuits trop courtes, l'inflammation silencieuse, la sédentarité prolongée, l'alimentation dégradée, le manque de mouvement, le manque de lien. Toutes ces petites choses cumulées accélèrent le vieillissement et toutes peuvent être modifiées. Nous sommes donc face à 4 grandes maladies différentes: maladies cardiovasculaires, cancer, diabète de type 2 et maladies neurodégénératives, dont nous pourrions croire qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui partagent en fait un socle commun. Un même terrain inflammatoire, un métabolisme déséquilibré, des habitudes de vie qui fatiguent le corps et un environnement qui sollicite en permanence nos systèmes de régulation. C'est ce socle-là qui est largement modifiable. Le premier point commun, c'est l'inflammation chronique de bas niveau. Un terrain inflammatoire accélère la rigidification des artères, fatigue le pancréas, dérègle l'insuline, affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement cérébral. Il fragilise tout. Le deuxième élément partagé, c'est un métabolisme surchargé, déséquilibré. Trop de sucre, trop d'insuline, trop d'aliments ultra transformés, trop peu de mouvement, trop peu de sommeil. Cela crée une chimie interne qui use nos tissus, le cœur, les vaisseaux, le foie, les neurones. On voit très bien aujourd'hui, dans toutes les grandes cohortes, que la résistance à l'insuline, même légère, augmente le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, de certains cancers
et de démence. Un seul mécanisme, plusieurs visages. Le troisième dénominateur commun, c'est le stress chronique, prolongé. Pas le stress aigu, celui qui nous permet d'agir, mais celui qui ne redescend plus. Ce stress-là entretient l'inflammation, dérègle le cortisol, casse le sommeil et accélère le vieillissement des tissus. Quatrième point, le sommeil. Un mauvais sommeil, fragmenté ou insuffisant, rigidifie les artères, dérègle l'insuline, augmente l'inflammation, affaiblit le système immunitaire et accélère le vieillissement du cerveau. Le sommeil, ce n'est pas seulement du repos, c'est aussi un moment où le corps se répare. Cinquième élément, la sédentarité et le manque de mouvement. Le corps humain est fait pour marcher, respirer, bouger. Quand le mouvement disparaît, tout se dérègle. La glycémie, la tension, l'humeur, l'immunité, le sommeil et les mitochondries. Un autre point trop sous-estimé, le manque de lien social, le manque de sens, le manque d'ancrage. Cela active les mêmes circuits de danger que la famine ou la prédation. Cela entretient l'inflammation et fragilise le cerveau. Enfin, il faut préciser que même la génétique n'est pas un déterminant absolu. Elle conditionne une susceptibilité, une tendance. Mais ce sont l'environnement, le mode de vie et l'état du terrain qui décident en grande partie de l'expression des gènes, c'est-à-dire si la maladie se déclarera ou non, et si oui, quand. Les 5 déterminants précités sont discrets, rarement pris en compte, mais ils expliquent une grande proportion de nos maladies modernes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une bonne part de l'influence de ces facteurs peut être modifiée, atténuée, rééquilibrée. Pas par une pilule, mais par des gestes simples, répétés, qui transforment peu à peu le terrain. C'est là que commence la prévention réelle. Maintenant que nous avons vu les 4 grands groupes de maladies et les mécanismes qu'ils partagent, nous pouvons enfin parler des leviers de prévention les plus puissants, ceux qui modifient réellement le terrain. Il existe différents niveaux de prévention. Certains consistent à dépister plutôt une pathologie déjà apparue. D'autres cherchent à éviter l'apparition de la maladie. Ce sont ces derniers qui agissent sur le terrain, sur la chimie interne, sur le métabolisme, sur l'inflammation. Premier levier, le sommeil. Pas parce qu'il serait agréable, mais parce qu'il a une fonction métabolique essentielle. La nuit, le cerveau se nettoie, le système immunitaire se rééquilibre, l'insuline se stabilise, l'inflammation baisse, les artères se détendent. Le sommeil est un réparateur invisible. Un sommeil fragmenté, trop court ou trop irrégulier, dérègle absolument tout. Améliorer le sommeil est l'un des gestes de prévention les plus puissants. Deuxième levier, le mouvement. Pas forcément le sport intense, mais le mouvement quotidien. Marcher, s'étirer, respirer, utiliser son corps. Le mouvement rétablit la sensibilité à l'insuline, calme l'inflammation, améliore l'humeur, protège le cerveau, nourrit les mitochondries. La sédentarité est un accélérateur de vieillissement, le mouvement est son antidote. Troisième levier, l'alimentation. Il ne s'agit pas ici de suivre un régime draconien, mais plutôt de préférer une nourriture simple, la moins transformée possible, riche en fibres, en végétaux, en bonnes graisses, en minéraux. Réduire le sucre, l'alcool, les produits transformés, les excès caloriques. Ce que nous mangeons influence notre physiologie. Notre alimentation peut nourrir sainement notre corps ou au contraire contribuer à un terrain inflammatoire. Quatrième levier, le stress. Nous avons besoin de stress, mais pas du stress chronique. Le vrai problème à notre époque, ce n'est pas l'intensité des journées, pas seulement, c'est surtout l'absence de retour au calme. Ralentir, respirer, créer des zones tampons, apaiser les ruminations, trouver des espaces où l'on existe réellement. Faire enfin redescendre le stress. Sa régulation est un pilier de la santé, au même titre que celle de l'alimentation. Cinquième levier, le lien humain et le sentiment d'appartenance. Les grandes études le montrent. L'isolement social est aussi dangereux que le tabagisme modéré. Le lien protège le cœur,
le cerveau, l'immunité, le sommeil. Nous sommes des êtres sociaux, biologiquement, chimiquement, évolutivement. Être relié protège. Et enfin, il y a le sens. Ce qui donne une direction et structure la vie. Ce qui relie les journées entre elles. Ce qui apaise, ce qui stabilise, ce qui donne du courage. Et ce n'est pas une simple idée abstraite. De nombreuses recherches montrent que le fait de donner un sens à sa vie réduit l'inflammation, améliore le sommeil, diminue le stress et renforce l'immunité. C'est un vrai facteur de santé au sens biologique du terme. Tous ces leviers sont simples, mais ils demandent de la cohérence et du temps pour que les choses se réajustent. Les maladies de civilisation se mettent en place sur des années. La prévention, elle aussi, se joue sur la durée. Mais elle fonctionne parce qu'elle agit là où tout commence, sur le terrain. En conclusion, quand on regarde la mortalité moderne en face, quelque chose devient clair. Les grandes maladies de notre époque ne tombent pas du ciel. Elles sont les conséquences logiques d'un terrain fragilisé, d'une inflammation silencieuse, d'un métabolisme déséquilibré, d'un stress qui ne redescend plus, d'un sommeil amputé, d'un mode de vie trop éloigné de notre nature profonde. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, les maladies neurodégénératives. 4 histoires différentes, mais 4 racines communes sur lesquelles nous pouvons agir. Pas parfaitement, pas totalement, mais suffisamment pour infléchir la trajectoire de notre santé. C'est une manière d'orienter la vie pour qu'elle reste vivable, stable, longue et surtout bonne, en diminuant ce qui fragilise et en renforçant ce qui protège. Dormir mieux, bouger plus, préférer une nourriture moins altérée, respirer, s'apaiser, se relier, simplifier sa vie, lui donner une direction et un sens qui nous portent. C'est simple à comprendre et pourtant c'est parfois difficile à mettre en œuvre. La médecine moderne prolonge l'existence, oui, mais elle ne parvient pas toujours à préserver la qualité de ses années supplémentaires. Ce travail-là, sur notre terrain, notre quotidien, personne ne peut le faire pour nous. Il est entre nos mains et il commence par de petites choses. Répéter chaque jour, sans dogme, sans pression, mais avec cohérence. Nous avons déjà par le passé exploré ensemble le sommeil et évoqué l'alimentation, le mouvement, le terrain. Le stress chronique, celui qui s'inscrit dans le corps et façonne la santé métabolique et cérébrale, mériterait à lui seul un long développement, tant il traverse tous les mécanismes dont nous avons parlé. Enfin, la mort elle-même, dans ses dimensions humaines et anthropologiques, dépasse largement les seuls chiffres épidémiologiques. Mais pour l'instant, si cette vidéo vous a donné envie de modifier ne serait-ce qu'une seule chose, votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique, ou de vivre plus simplement, alors tout cela n'aura pas été vain. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les connaissances accumulées qui comptent le plus, mais la manière dont peu à peu, nous parvenons à les mettre en pratique dans notre vie. Prenez soin de vous, prenez le temps et agissez là où votre santé commence vraiment, dans votre quotidien. Je vous dis à bientôt. Ciao.